Vous le savez maintenant, nous avons organisé un jeu concours avec Alain Juillet et je vous donne rendez-vous à la fin de cette émission pour répondre aux modalités et pour participer à ce jeu. Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Nous allons faire aujourd'hui une émission sur l'Afrique. Absolument. Une de plus. Et on a des visions complémentaires d'analyse et d'expertise sur l'Afrique. Et je vous laisse avec votre invité du jour pour développer, encore une fois, les problématiques sur l'Afrique. Effectivement. Aujourd'hui, nous recevons un ami, François Martin, qui est un géopoliticien, mais très particulier parce qu'il a surtout une connaissance réelle de quantité de pays. Il a visité il a travaillé dans plus de 100 pays dans le monde dans sa vie, donc il connaît le monde entier. Il a été partout et il fait de la géopolitique avec des références locales de ce qu'il a connu, de ce qu'il a vu. Et c'est ça qui lui donne une caractéristique différente de beaucoup de géopoliticiens qui ont lu des livres, qui ont travaillé dans les universités, mais qui connaissent en général assez mal le terrain. Alors pourquoi j'ai souhaité pouvoir recevoir aujourd'hui François, et je te remercie de l'avoir accepté. Merci à toi. Merci. C'est parce qu'on avait fait, comme vous le savez, une émission sur l'Afrique avec Laurent Bigot, qui visiblement a intéressé beaucoup d'entre vous, parce qu'elle a encore un très gros succès, et qui donnait une vision de l'Afrique, une vision post-coloniale de l'Afrique, et qui amène à réfléchir. Mais moi, j'ai pensé qu'il fallait, à côté de ça, avoir une vision, prendre une autre vision, une autre un peu différente. C'est celle, je dirais, du processus de la suite et la fin du processus de décolonisation, tout à fait. Et pour en tirer les conséquences. Donc, un prisme un peu différent de l'autre, mais qui devrait vous permettre, en tout cas je l'espère, à la fin de cette émission, en ayant vu les deux, d'avoir une vision complète, ou presque complète, de ce qui se passe dans un continent, des continents les plus intéressants actuellement, puisqu'il est en train de faire une croissance extraordinaire à tout point de vue. Alors, merci. François, d'abord, donc merci encore d'être venu, de partager avec nous ton expérience. Oui. Et justement, je voudrais rentrer, parce que toi, tu as beaucoup travaillé là-dessus, sur le fait qu'il y a eu, bien sûr, la décolonisation, mais le processus n'est pas terminé. Non, pas du tout. Pas du tout. Et je dirais que ça s'insère dans un ensemble que j'appelle un peu le temps des fractures aujourd'hui, qui est une tectonique des plaques, avec une séparation et un écartement du nord et du sud, dont plusieurs conflits aujourd'hui en cours sont la marque. Alors, c'est le cas de Gaza, c'est le cas de l'Ukraine et c'est le cas de l'Afrique. Et à mon avis, c'est un processus qui n'est pas terminé, c'est une tectonique des plaques où on verra demain d'autres conflits de cette nature. Et d'ailleurs, la France a un rôle, on en parlera peut-être à la fin si on a le temps, pour apporter quelque chose à ça. Mais je pense que c'est particulièrement vrai pour l'Afrique et je pense que pour que nos auditeurs comprennent bien, il faut replacer ça dans le processus initial de la décolonisation. C'est-à-dire qu'on a utilisé les frontières administratives de l'AOF et de l'AOF. Je précise que je suis né au Congo. Le fait d'avoir mis les indépendances, les pays dans les frontières administratives initiales a créé deux phénomènes. Un phénomène, c'est qu'on a contraint dans certains pays des populations qui sont différentes et qui ne s'entendent pas et qui parfois se détestent à cause de phénomènes historiques très anciens sur lesquels c'est pas la peine de revenir. Et puis par ailleurs, à séparer des peuples dans différents pays. Et ça, c'est très important parce que ça a eu tendance... Ça a eu un aspect positif et un aspect négatif. Et à mon avis, ça a plutôt, géopolitiquement, un aspect positif. C'est-à-dire que ça a eu tendance à diminuer les tensions interétatiques. Parce que s'il y avait eu un royaume Peul et puis un royaume, une entité Bambara, ils se seraient tapés dessus. Donc il y aurait eu des conflits interétatiques. Par contre, ça a exacerbé les tensions intra-étatiques. Parce qu'à l'intérieur des pays, on a trouvé différents peuples. Voilà. Alors ça, il faut comprendre ça. Et il faut comprendre que, en combiné à ça, tu as eu le principe un vote, une voix, sur lequel
certains historiens comme Bernard Lugan ne cessent de revenir, parce que comme dans ces pays-là, le vote est essentiellement ethnique, en France, tous les Bretons ne votent pas pour le candidat breton, bien que ça pourrait se comprendre, mais c'est pas le cas. Mais là-bas, les Bambara votent pour le candidat Bambara, etc., etc. Donc, à moins que les pays ne soient véritablement confédéralisés suffisamment, c'est-à-dire que chaque peuple à l'intérieur d'un État ait son parlement, son autonomie politique, etc., c'est toujours l'ethnie majoritaire qui gagne. Alors, pour aller dans ce sens-là, on le voit par exemple au Mali, avec le problème du nord du Mali, avec les Touaregs et les Peuls du nord, qui sont en opposition avec les sudistes, si je peux dire, les populations du sud, qui elles sont majoritaires, l'ethnie est majoritaire en population, et refusent absolument de donner la moindre chose aux gens du nord, avec tous les problèmes que ça pose. Alors, la conséquence de ça, c'est que les peuples qui étaient majoritaires n'ont jamais voulu donner même la confédération suffisante aux minoritaires, parce qu'ils n'avaient pas besoin. S'ils n'ont pas besoin de leur donner le pouvoir, pourquoi ils vont le faire? Et par ailleurs, ça a créé des relations particulièrement amicales, mais aussi de dépendance, et je dis de confortable sur plan politique, avec la métropole et l'ancienne colonie, parce que on se connaît, on se fréquente, c'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir, et quand c'est plus eux, ce sont leurs enfants, et quand ce sont plus leurs enfants, ce sont leurs petits-enfants ou leurs cousins, donc on retrouve des dynasties familiales. Alors, il y a à côté de ça des jeunes, et des jeunes militaires en particulier, que ce soit aujourd'hui au Sahel ou à l'époque Rawlings au Ghana, par exemple, etc., qui ont envie de secouer le cocotier, pour dire ça comme ça, et qui ont envie d'avoir autre chose, d'avancer, de se développer, de s'occuper du pays, de prendre leur destin en main. Et ça, c'est a priori ce que j'appelle un processus décolonial. Alors, juste pour t'interrompre là-dessus, parce que je pense que c'est très important pour les auditeurs. Ce que tu viens de dire, parce que je crois que là, on est au cœur d'un des problèmes majeurs, c'est qu'il y a toute une jeune génération, militaire et autres d'ailleurs, qui a envie de prendre le pouvoir, parce qu'elle est bloquée par les vieux qui sont là, qui contrôlent tout avec les ethnies et tout. Et quand ils prennent le pouvoir, il faut qu'on fasse très attention de ne pas leur taper dessus à tour de bras en disant mais non, ce sont des affreux, ils ont tort, ce sont des révolutionnaires. Parce qu'en définitive, non. C'est une nouvelle génération qui veut amener une politique différente dans le pays, avec toutes les conséquences positives que ça pourra avoir. C'est bien ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Et en plus, si tu veux, il y a un phénomène qui joue, c'est la façon dont la France conçoit ses relations. Et Monsieur Bigot montrait, et ça on le voit très, 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 très clairement lorsqu'on va au Bénin, etc., ou partout, qu'on a une relation qui reste encore d'une certaine façon paternaliste, je le dirais. Parce que c'est la traduction de la part de gens comme nous qui n'ont pas évolué et de pays africains qui n'ont pas évolué dans certains cas parce que la jeune génération n'est pas encore au pouvoir, la traduction de notre vision universaliste des choses. Alors que quand tu vas dans les pays comme le Nigeria ou le Ghana, les Nigérians ils ont une envie farouche de développement parce que les Anglais sont partis en leur disant débrouillez-vous. Oui, exactement. Ça s'est en fait assez mal passé, sinon très mal passé, dans beaucoup de pays anglais. Alors chez nous, ça s'est plutôt assez bien passé. Mais il n'y a peut-être pas eu cette espèce je dirais, de couper le cordon ombilical comme je pense que ça aurait peut-être, et c'est en train de se faire, je pense aujourd'hui, parce que la jeune génération vient au pouvoir. Comme tu dis, ce sont aussi des civils, des jeunes hommes d'affaires qui disent, nous, on veut prendre notre pays en main, si on veut travailler avec les Chinois, on veut le faire, avec les Russes, on veut le faire. Nous restons extrêmement influents en Afrique. Je te donne deux exemples. Un exemple, c'est à Abidjan. À Abidjan, il y a 800 entreprises françaises à Abidjan. Dans le tissu d'entreprises locales, nous restons très importants et je pense qu'il y a beaucoup plus d'entreprises françaises à Abidjan qu'il n'y a d'entreprises chinoises. Je te donne un autre exemple. Le Cameroun, la première entreprise du Cameroun, c'est Castel. Oui, une entreprise française qui est extrêmement importante, qui vend de la bière dans toute l'Afrique. Toute l'Afrique connaît Castel.
en montrant que, dans définitive, du côté francophone de l'Afrique, hein, l'indépendance, je dirais, a vu une évolution progressive, une sortie progressive des relations spécifiques, partielles et partiales, je dirais, mais de franco-africaines, alors que les Anglais, il y a eu une rupture, c'est clair, oui, et ça c'est très clair. Et du coup, il y a eu un retour dans le Commonwealth après, très intelligemment fait, exactement. Mais au départ, on leur a dit, écoutez, on s'en va, débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Et nous, on a voulu continuer, et on a voulu qu'ils continuent à appliquer nos valeurs soi-disant universelles, alors que ce sont des valeurs imposées par la force, par les Européens lorsqu'on est arrivé dans ces pays. C'est ça. Donc ce sont des valeurs coloniales. Le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé avec le Niger, où la France a fait pression sur la CEDEAO pour que pour que le Nigeria, qui est la principale armée, intervienne au Niger. Et... Moi, j'étais persuadé que c'était pas possible. Et ils l'ont pas fait d'ailleurs. Ils l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait la route Maradi, Niamey, Maradi, Zinder, Kano. Je l'ai fait par la route. J'ai loué un taxi de brousse et j'ai fait toute la route. Bon, au nord, ce sont des Haoussas, et au sud, ce sont des Haoussas. Les principaux guerriers, comme c'est des guerriers, les principaux cadres et les soldats de l'armée du Nigeria sont des Haoussas. Donc les Haoussas ne vont pas aller tirer sur leurs frères et leurs cousins qui sont de l'autre côté de la frontière. C'est là où la méconnaissance de cette partie. Mais je voulais revenir sur justement, par rapport à ce que tu disais, pour bien montrer ce qui se passe. On a deux cas très intéressants sur lesquels on pourra regarder. Le premier, c'est le cas du Tchad. Parce qu'au Tchad, comme vous savez, quand le président Idriss Déby a été assassiné dans le cadre d'un échange de tirs avec ses officiers supérieurs, la France a donné le feu vert tout de suite et a encouragé, a poussé à ce que ce soit son fils, Mahamat Déby, qui soit nommé chef d'État. C'est ça. Donc, et on nous l'a reproché dans les autres pays en disant, mais attendez, vous avez fait un coup d'État pour imposer votre candidat, alors que vous nous dites qu'il ne faut pas le faire et on ne peut pas prendre le pouvoir par la force. Donc déjà, on n'était pas cohérent. Pas nous, mais on le fait quand même. Pas nous, mais on le fait. Exactement. Ne le faites pas, mais nous, on le fait. Deux poids, deux mesures, et on nous le reproche dans beaucoup de domaines, aux Occidentaux. Alors, mais là, ça devient intéressant. C'est donc, on a, à côté du Mali... Le Sénégal, d'ailleurs. Exactement, on va y arriver, justement, c'est pour ça. Vous avez le Mali et vous avez le Niger, donc, qui ont basculé, et on a à côté le Tchad, et on voit Mahamat Déby, qui a été nommé avec l'appui absolu des Français. Le seul président de la République qui était là à son intronisation, c'était le président Macron, il ne faut pas l'oublier quand même. Hein. Bon. Et qu'est-ce qu'il a fait, Mahamat Déby, il y a 15 jours? Il est allé voir Poutine en Russie pour lui dire, attendez, on est avec vous. Ah oui. Alors là, ça pose des problèmes. Ça montre bien ce que c'est que l'indépendance. Bien sûr. Parce que là, il y a une rupture totale, puisque voilà quelqu'un qui a été mis en place par les Français et qui va voir le président Poutine, dont on ne peut pas dire que les relations avec la France sont excellentes. Bien sûr. Oui, mais à ce moment-là, il faut apporter autre chose. Exactement. Il faut un discours d'une autre nature. Alors, on va parler du Sénégal. Non, justement, alors, pour arriver, oui, là, et il y en a un deuxième exemple, c'est ce que tu disais sur le Sénégal, où vous avez pu voir. Macky Sall, qui est le président du Sénégal, qui a été le président de la CEDEAO aussi. Exactement, qui a été un très bon président de la CEDEAO. Absolument. Il a été très bon. Après Ouad, qui était... Ouad n'était pas terrible, ça, il y a eu beaucoup de problèmes. Macky Sall est quand même un très bon exemple et le Sénégal, réussite, qui est malgré tout un pays assez difficile à gouverner, comme tu le sais, parce qu'il y a une multitude de confréries, les Mourides et les autres, etc. C'est presque plus difficile de gouverner le Sénégal que de gouverner la France. C'est pas peu dire. Mais il a su, comme président du CEDEAO, c'est lui qui a négocié avec Poutine l'approvisionnement en céréales de l'Afrique, et il a réussi, alors que les Occidentaux ne voulaient pas entendre parler, parce qu'ils voulaient évidemment faire pression. Et qu'est-ce qu'on a fait? On lui a dit, vous n'avez pas le droit de vous présenter une troisième fois, parce qu'en France, nos règles, c'est pas plus de 2 fois. C'est ça, c'est ça. Et on est en train d'essayer de magouiller par derrière pour l'autoriser à reporter l'élection, pour pouvoir faire passer le candidat qu'il souhaite, plutôt que celui qui risquerait lui piquer la place. Donc on est tous sauf clair dans cette affaire. Exactement. Mais par contre, quand c'est pas notre camp, là on prend la pince à linge, on bousse le nez, et on dit surtout pas, oh là là, je ne veux pas voir, je ne veux pas savoir, etc. Tu te souviens quelle était la raison qui avait été invoquée pour la question du Niger? C'est que le Niger se trouvant
dans la situation d'insécurité à cause du départ des Français du Mali, le chef d'état-major et l'armée du Niger a dit, bon, ben, puisque vous vous retirez du Mali, nous voulons avoir quand même une coopération militaire avec le Mali et avec le Burkina, ce qui est légitime. C'est logique. Et la France leur a interdit, à quel titre ? Leur a interdit en disant, c'est des pays, c'est pas des pays amis, donc vous devez discuter avec nous, mais vous n'avez pas le droit de discuter avec eux. Il dit, attends, c'est notre voisin. Vous avez un conflit avec eux, mais nous, on n'en a pas. De quel droit vous nous interdisez de parler avec les autorités du Mali et du Burkina pour organiser notre propre défense? Donc, semble-t-il, enfin c'est ce qui avait été expliqué dans un article d'Alexandre Delval, je me souviens, c'est la raison qui a cristallisé, qui a provoqué la rupture du Niger. Mais dans cette affaire, c'est nous qui sommes fautifs. On doit leur dire, écoutez... c'est pas Comme tu le disais, on continue, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, on continue à avoir un comportement qui, par certains côtés, n'est pas du tout un comportement d'égal à égal mais un comportement colonial, domination de l'un par l'autre. Alors, si tu veux, il y a eu un changement. Et après, il faudra revenir un petit peu sur le mot de France-Afrique, parce que je trouve qu'il est galvaudé et il est mal compris. Mais il y a eu un changement à partir de Mitterrand où il a dit il faut le multipartisme, il faut ci, il faut ça, etc. Donc, si tu veux, avant c'était une sorte d'ingérence d'une certaine forme néocoloniale, mais après, quand tu leur dis il faut que vous ayez des gouvernements de telle ou telle nature, c'est une autre forme d'ingérence qui change de nature, mais qui reste la même. Mais qui reste une ingérence. Alors, elle a été à ce moment-là plus culturelle. Il y a un intellectuel qui a écrit dans un journal de Yaoundé, en disant, écoutez, quand les Russes y viennent, ils nous proposent des formations militaires de haut niveau. Quand les Chinois viennent, ils nous proposent des routes et des ponts. Quand les Allemands viennent, ils nous proposent des formations universitaires de haut niveau. Et vous nous amenez le haut ministre LGBT. Est-ce que vous comprenez pourquoi on ne vous aime pas ? Oui, c'est ça. C'est à nous de comprendre. C'est pas à nous de vouloir imposer notre mode de vie, quel qu'il soit d'ailleurs. Oui, mais chacun peut avoir son mode de vie, mais vouloir l'imposer, ce dont ils ont besoin et ce qu'ils demandent. Exactement. Vouloir imposer à l'autre quelque chose qu'il ne souhaite pas, c'est du colonialisme. Quand tu travailles avec des interlocuteurs, il vaut mieux que tu travailles avec des interlocuteurs que tu connais plutôt que tu ne connais pas. Je veux dire, les Russes, les Chinois, les Américains, les Turcs, ils doivent rêver d'avoir la Turque-Afrique, la Russe-Afrique, la Chine-Afrique, etc. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais de ça après ? Et comment tu gères cette relation ? Et qu'est-ce que tu apportes ? C'est le contenu qui pose problème. C'est pas les relations personnelles. Dans le monde entier, toi qui connais le monde entier, on ne travaille que absolument par relation personnelle. C'est évident. En Chine, c'est exactement pareil. C'est ça. Les Chinois, ils considèrent que les relations personnelles sont essentielles dans toute négociation, y compris au niveau le plus haut, au niveau politique et autres. C'est essentiel. Entre parenthèses, c'est ça qui a défait les relations particulières entre le président Raffarin, à l'époque Premier ministre de la France, et les Chinois. C'est que Raffarin, il avait été en Chine alors qu'il y avait la maladie à l'époque du poulet, le SRAS. C'était le seul responsable étranger qui avait été en Chine à l'époque. Pour les Chinois, c'était un signe d'amitié. Il dépassait les critères occidentaux. Et ce lien d'homme à homme. Et depuis, il est reçu partout. Cette histoire-là, qu'on connaît chez les Chinois, que tu mentionnes avec raison, tu as raison de le rappeler, est essentielle dans la plupart des pays du monde. Et il ne faut pas donc croire qu'on peut remplacer des relations de long terme créées par la répétition, les échanges et la parole donnée, et la parole tenue. On ne peut pas remplacer ça uniquement en mettant des gens, même s'ils sont très brillants, et qui vont changer. Ça ne marche pas. Moi, je me souviens au Congo-Brazzaville, puisqu'on parle de l'Afrique, une des premières fois où j'étais là-bas, je vois une statue de Savonian de Brazza, qui est celui qui était le Français qui s'était installé là-bas, le premier, qui avait développé le pays. Et je pose la question, je dis, mais attendez, cette statue-là, c'est nous, il y a longtemps qu'on l'a mise. Ah, il dit non,
c'est l'équipe actuelle qui l'a mis en place, que tout le monde dit que grâce à lui, le pays est devenu un vrai pays. Voilà. Et oui, que Savorgnan avait toute la zone. Sans tirer un seul coup de feu. Exactement. Voilà. Donc il faut arrêter cette histoire de repentance, nous sommes coupables. Qui non. ne nous demande pas. Mais exactement. Si on a fait des choses bien. Tu verras un chef d'État africain qui viendra chez nous pour dire chez nous, nous sommes coupables de crimes contre l'humanité vis-à-vis d'un tel ou un tel. Jamais bien sûr. il dénigrera son pays chez nous. Dans tous ces pays-là, il y a une jeune génération qui veut prendre le pouvoir, et c'est logique, et pour faire des changements, des changements logiques, parce qu'ils ont appris, ils ont fait des études, ils savent ce qu'il faut faire. Et nous, il faut qu'on en tienne compte. Et on n'a aucun droit d'imposer, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Et dans ce cadre-là, ils nous attendent et ils nous demandent. Moi, je sais que dans le cadre de mes activités à HEC, par exemple, de l'association HEC dont je préside un des clubs, j'ai pas mal de demandes de personnalités africaines qui nous disent on a du mal à se parler aujourd'hui sur le plan politique à haut niveau pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Mais on a besoin d'un canal de discussion avec vous, c'est essentiel. Oui, d'autant que nous avons, il ne faut pas l'oublier non plus, on a en tout cas par la partie francophone un avantage extraordinaire, c'est que la langue française est la langue pratiquée, la langue qui permet d'unir tout le monde dans tous ces pays-là. Tout à fait. Parce qu'il y a des dialectes dans tous les sens, et c'est la langue française qui est l'élément, je dirais, fédérateur. Donc il faut l'utiliser. On a une chance exceptionnelle. C'est une profondeur de champ culturel, exactement. Si on peut le dire comme ça. Alors. Mais oui, mais c'est très important. Bien sûr. Et quand on se souvient que l'Afrique est quand même le continent qui se développe le plus vite, qui va avoir la plus grosse progression économique et démographique, et qu'on a la chance, ça va devenir, je précise là, vous savez que le français se maintient comme une des grandes langues du monde grâce au développement africain. C'est ça. Il y a plus de gens qui parlent français en Afrique qu'en France. Il y a un autre point sur lequel je voulais revenir aussi par rapport à ce qui s'était dit, c'est la question de la démographie, parce qu'on dit beaucoup de bêtises sur la démographie. J'ai créé avec HEC un colloque qui s'appelle les Assises HEC de la géopolitique, et donc l'avant-dernier, il y a 2 ans, c'est tous les 2 ans, c'était sur l'Afrique précisément. Et on avait eu une intervention de Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin, comme tu sais. Absolument. Absolument passionnant sur la question démographique. Le problème, c'est pas d'essayer d'empêcher les femmes africaines et les hommes d'avoir des enfants. Le problème, c'est de créer les conditions de telle sorte que cette population puisse se former, travailler. C'est pas un problème de démographie, c'est un problème de développement. Oui. Alors, il expliquait très justement que dans son pays, le Bénin, les femmes sont parfaitement capables de gérer eux-mêmes leur fécondité. En fait. À Cotonou, où c'est essentiellement citadins et bourgeois, elles ont un peu plus de 2 enfants par femme. Au nord, dans les pays pauvres et sahéliens, elles ont 5 enfants par femme ou 6 ou 10, parce qu'elles en ont besoin pour cultiver. Et là, on touche un autre problème qui avait été également abordé lors de ce séminaire, c'est que les Africains ont énormément besoin, en particulier d'énergie. Ils ont besoin de tout. Mais ils ont surtout besoin d'énergie, et surtout d'énergie domestique. Parce que aujourd'hui, l'essentiel de l'utilisation domestique, c'est le bois. Avec la fumée, avec les maladies respiratoires des enfants, je crois que c'est la première cause de mortalité infantile, c'est les affections respiratoires des enfants. Donc il y a besoin d'électricité abondante, bon marché et souveraine. Il leur faut des centrales à charbon, il leur faut des barrages, il leur faut de l'électricité bon marché et très abondante. Comme nous l'avons fait pour appuyer nos propres développements, d'abord avec le charbon, ensuite avec le pétrole et maintenant avec le nucléaire. Bon. On ne veut pas leur vendre, parce que ce n'est pas assez écologique. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand ils viennent nous voir en nous disant « vendez-nous des centrales à charbon », on dit « désolé, qu'est-ce qu'ils font ? Ils les achètent aux Chinois ». Oui, j'allais te dire, oui, c'est ça. Le nucléaire russe. Moi, ça me rappelle les OGM, cette histoire-là. On est les rois des imbéciles, parce que là aussi, au lieu de leur donner ce dont ils ont besoin,
on se drape derrière un discours idéologique, etc., pour dire, ah, bah, attendez, vous devez vous développer, mais vous devez vous développer avec des éoliennes et avec des panneaux photovoltaïques. Tu vois, c'est pas comme ça que tu vas donner à ces pays-là les énormes quantités d'énergie dont ils ont besoin. Donc, il y a aujourd'hui, je dirais, une inadéquation entre leur mentalité, leurs besoins et ce que il faut nous départir de l'idée que nous avons de ce que eux devraient faire. Voilà. Et là, on revient encore dans le colonialisme. Voilà. On veut leur imposer un système que nous trouvons très bien, mais qui est inadapté par rapport à leur réalité du moment. Voilà. Je disais les OGM parce que je me souviens, il y a quelques années, en France, on a détruit, les écologistes ont détruit des plantations d'OGM de l'INRA, hein, dont le but était de faire des céréales à partir de semences moins consommatrices d'eau. C'est ça. Alors, bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pourquoi? C'était pour les zones sahéliennes en Afrique, où on ne peut pas faire pousser parce qu'il n'y a pratiquement pas d'eau. Et si on a des semences qui consomment peu d'eau, ben, on peut nourrir la population. Donc, c'est bien, ça a un but quand même intéressant. Bon, nous, on a arrêté ça, on a tout détruit, nous, hein, c'est simple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est Monsanto et c'est les Américains qui ont vendu les semences à notre place. Absolument. Alors qu'on était en avance et que c'était dans une zone où on pouvait le faire en priorité. Donc je crois qu'il y a des moments où cette vision coloniale que nous avons forcément raison et que tout le monde a tous les autres tort, elle est désastreuse parce que ça nous détruit. On a déjà fait des progrès dans ce sens, je veux dire. Alors, je rajoute un élément, c'est qu'il n'y a pas... Dans ce processus décolonial que les Africains vivent aujourd'hui, il n'y a aucune animosité vis-à-vis de la France en général. Moi, j'ai passé 40 ans en Afrique. Je n'ai pas une seule fois en 40 ans, avec les milliers de gens que j'ai rencontrés, on m'a dit, vous les Français, etc., sales colons, etc. Jamais. Non. Donc, ce sont des gens pragmatiques. Ils pensent à eux, ils veulent se développer, ils nous aiment bien. Je pense qu'ils sont en grande partie, je dis, redevables de la façon dont ça s'est passé au moment de la décolonisation, etc. Et ils cherchent des partenaires. Et tu vois, un élément très significatif, c'est qui pour moi a été un révélateur, c'est ce qui s'est passé au moment de la condamnation de l'Ukraine juste au début, où la plupart des pays n'ont pas condamné, mais déploré, d'après ce que j'ai compris. Ils ont déploré, ce qui est très différent. On déplore l'agression russe. On condamne pas. Mais ils n'ont pas été plus loin. Mais derrière, personne... Et la grande majorité des pays africains, ils n'ont pas voté les sanctions. Donc ça, c'est une prise d'indépendance. Oui, c'est une prise d'indépendance, c'est clair. C'est indéniable. Je me suis dit, ben voilà, on est passé dans un autre monde. Avant, on faisait la tournée des popotes africaines en disant, tu vas voter comme ci, comme ça, comme ça. Ben, sinon, tu n'as pas tes subventions. Non, il dit, attendez, c'est nous qui décidons. Eh oui. Donc, on est vraiment dans un autre monde. Et c'est sain, pas de parents à enfants, tu vois ce que je veux dire? Donc, si je peux le dire comme ça, sur le plan politique, parce que politiquement, il y avait une relation parentale, enfin c'était considéré comme ça. Il faut sortir de cette relation parentale. Mais quand tu as 12 ans et que ton père te dit va t'asseoir, tu t'assieds, quand tu as 17 ans, tu lui dis écoute papa, tu m'emmerdes, je fais ce que je veux. Voilà. Donc on est politiquement dans une relation. Et maintenant ils ont 25 ans. Voilà, c'est ça, ils ont même plus. Mais si tu veux, c'est ça que je trouve intéressant, moi. Mais il faut, nous, en tirer les leçons. Et puis, encore une fois, tu dis, mais de quoi avez-vous besoin? On part de là, quoi. On va venir t'expliquer comment il faut que tu penses, comment il faut que tu vives, et comment il faut que tu développes. Attends. Moi, je sais, j'ai besoin de ça. Tu peux me donner ça ou non? Et en sachant que si c'est pas toi qui le donnes, j'irai voir un autre. Voilà. Et si en face, tu as des gens qui veulent profiter un peu en disant « Ah oui, mais si vous ne me donnez pas ça, moi j'en veux », ben écoute, vas-y. Hein. Et quand tu vas causer avec les Chinois et puis avec les Russes, tu verras s'ils sont plus faciles que nous. Exactement. Donc, il y a la place pour nous. Il y a la place. Moi, je suis pas négatif du tout sur la relation franco-africaine. Pas du tout. Écoute, c'est là-dessus qu'on va terminer, parce que c'est une bonne phrase, et puis c'est plein d'espoir, c'est un message d'espoir, hein. Et il faut bien voir les choses en face. Mais il ne faut pas se discréditer
Ah oui, mais Il faut se mettre à la place des gens, il faut être humble. commençons d'abord par l'humilité. Voilà, c'est ça, je dirais ça comme ça. Ah ben, je crois qu'on va arrêter là-dessus parce que c'est une bonne conclusion. Merci pour votre intervention. C'est rien. une analyse qui remonte du terrain Voilà, et qui est effectivement complémentaire à toutes les analyses que nous avons eues depuis quelques émissions. c'est ça. Et je retiens sur l'ensemble de nos émissions où on parle de l'Afrique, c'est la notion des valeurs, Oui. de la culture, Ça. du respect de Tout à fait. différentes cultures. Tout à fait. Et on peut faire le parallèle avec un certain nombre d'autres pays. Je pense en particulier au Japon. Je veux dire, le respect des valeurs, des racines, des traditions n'empêche pas de se projeter dans les siècles à venir, Bien sûr, avec des innovations extrêmement modernes. bien sûr, bien sûr. Et l'Afrique peut se le permettre. Mais bien Il sûr. faut la laisser faire. Eh bien, écoutez, merci. Encore une émission très intéressante. Et je vous dis à bientôt sur Open Box. Au revoir. Pour participer à ce jeu concours, vous